Voilà mes amis, on a le bonheur de se retrouver à nouveau avec Monsieur Drey, Monsieur Ababou et moi-même. Et donc on va continuer à parler, bien sûr, c'est surtout Monsieur Drey et Monsieur Ababou qui vont parler, moi je ne fais qu'une introduction et je parlerai un petit peu aussi, mais on va continuer à parler du mal qu'il y a dans ce monde. Et c'est évident qu'on est aujourd'hui dans une génération où tout le monde se rend compte que c'est véritablement une catastrophe ce qui se passe dans le monde. Des choses qui existaient avant aussi, mais qui étaient cachées. Aujourd'hui, tout est officiel, si j'ose dire. Et vous savez que jusqu'à présent, jusqu'à il y a à peu près quelques jours, l'Europe et les États-Unis avaient interdit aux Allemands de recréer une armée en toute liberté. Vous l'avez vu dans les journaux, très bien. Aujourd'hui maintenant, l'Europe et les Européens, les Américains se sont retirés des, on pourrait dire, des limites qu'ils avaient imposées à l'Allemagne et ils leur ont dit maintenant vous pouvez monter l'armée que vous voulez. Et j'ai très peur que cette armée s'attaque à Israël, surtout qu'ils ont 1 million de Syriens avec eux, et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que l'Allemagne sera dans la guerre de Gog contre Israël, je suis pratiquement persuadé. C'est des Girgashi, oui, des Cananéens, mais des Girgashi, j'ai fait un cours là-dessus, c'est les Girgashi, absolument. Et donc on est dans un monde aujourd'hui catastrophique, dans un monde où tout augmente, dans un monde où les salaires n'augmentent pas, dans un monde où, d'une certaine manière, tout est officiel aujourd'hui, l'homosexualité, les lesbiennes, etc. Tout est officiel, ce qui était caché avant, mais aujourd'hui c'est officiel. Et d'ailleurs, en Israël, ils ont décidé de vouloir construire de nouveaux bâtiments dans la Judée et la Samarie. Bien évidemment, le tribunal de Jérusalem, ce sont tous des francs-maçons, on le voit d'ailleurs dans la forme du tribunal, ils s'y sont opposés. Et donc encore une fois, je conclus en disant que nous sommes dans une période extrêmement difficile, nous sommes à la veille de la délivrance finale, et on va devoir passer par la Troisième Guerre mondiale, qui sera la guerre de Gog. Et maintenant, je vous cède la parole. Bien, comme on ne s'est pas rencontrés depuis pas mal de temps, oui. Donc quelques petits éléments qui permettent quand même de démystifier ce que les médias ont tenté de faire ces 2 dernières années, qu'en fin de compte, toute personne qui avait une parole juste était traitée de complotiste. Et je rappellerai quelque chose de très important. Le fil conducteur de la révolution américaine, qui est une révolution maçonnique, s'appelait le grand commandeur Albert Pike. Albert Pike, en 1870, c'était un génie qui parlait 7000 langues couramment. Combien? 7-8 langues couramment. Ah oui. Il était en liaison avec un Italien qui s'appelait, un haut maître également, Mazzini. Et il avait prédit ce que le judaïsme avait, par ses prophètes, annoncé, ces 3 guerres mondiales, mais la seule chose qui nous différenciait, c'est qu'eux faisaient partie de ce qu'on appelle, en termes que les complotistes dénoncent, la synagogue de Satan. La synagogue de Satan. Ils appellent la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, c'est une synagogue qui est opposée à la synagogue de Jérusalem. C'est pour ça qu'on a un éminent conseiller de François Mitterrand, qui est décédé aujourd'hui, qui avait dit, quand on l'avait interrogé à la télévision française, tout le monde va comprendre de qui je veux parler. Et il avait dit, il y aura un nouvel ordre mondial. Et on lui a dit, mais où sera le siège de ce nouvel ordre mondial? Alors, nouvel ordre mondial au service de la haute finance, bien entendu, à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire supplanter le plan de Dieu. Il se fout de nous. Mais absolument. Voilà. C'est carrément satanique. Satanique. Parce que c'est s'opposer
au plan de Dieu de l'histoire. On peut comprendre un être qui n'est pas croyant en Dieu. Tout le monde n'a pas cette chance de croire en Dieu. Donc mais ils font tout pour casser le peuple juif. Mais tout pour casser le peuple juif. Et pour lancer le débat, je veux quand même donner quelques points. Pour comprendre que les événements d'aujourd'hui, malheureusement, sont tellement complexes que la majorité des gens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut avoir une grille de lecture. Et cette grille de lecture, j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques années des documents qui m'ont laissé ébahi sur cette conduite de ce plan. Puisque le fil conducteur, c'est la Révolution américaine, mais il y a eu des phases d'accélération dans l'histoire. Et la phase d'accélération... J'ai pas compris, qu'est-ce que vous appelez la Révolution américaine? La Révolution... Quand l'État américain s'est fondé, on a parlé de la Révolution américaine. C'est la création des États-Unis sur le modèle de la Révolution française. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Alors, exactement. Pour qu'on comprenne que déjà tout ça avait été peaufiné, il y a la création de ce qu'on appelait la Fed, la Fédération, le Federal Exchange, qui est l'organisme émetteur de papier-monnaie aux États-Unis, du dollar, qui leur a permis aujourd'hui d'inonder le monde d'une monnaie qui n'a plus de valeur puisqu'elle est déconnectée depuis 1971 de l'or. Déconnecté de l'or. Déconnecté, désindexé de l'or. Ça veut dire qu'ils font des billets sans aucun... Absolument, absolument. C'est comme si vous alliez faire vos courses avec des chèques sans provision. C'est comme ça que tourne l'économie mondiale depuis la crise du pétrole de 1973. Depuis 73. C'est trop long à expliquer, mais cette guerre du pétrole, cette guerre de Kippour, ce qu'on appelait la guerre de Kippour, c'est une guerre qui a été mise en scène par les Américains, car... Contre Israël? Non, elle voulait utiliser les rivalités du sionisme et des tensions avec le monde arabe pour créer les conflits dont avait parlé Albert Pic. Parce qu'Albert Pic avait dit, en haut commentaire, il y aura 3 guerres mondiales pour réaliser notre plan. La première, on l'a vécue, et les financiers ont été à la manœuvre aux États-Unis, puisqu'ils ont alimenté financièrement les deux camps. La deuxième, on sait très bien, vous particulièrement, vous l'avez souligné, que Hitler est arrivé au pouvoir, et ce parti nazi, avec des financements américains. D'ailleurs, au moment où la Shoah se déroulait, non seulement les voies ferrées n'ont pas été bombardées qui menaient au camp d'extermination. Les Américains ont refusé de bombarder les voies ferrées qui menaient dans les camps. Mais ils ont fermé également la porte des États-Unis pour l'émigration, prétendant que ce n'était pas possible dans cette période de crise, après les années 30, d'intégrer autant d'émigrants. Donc, en fin de compte, la troisième étape qui était prévue, c'est celle qu'on est en train de vivre, la plus terrible, parce que l'humanité est rentrée dans un modèle qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est un affrontement qui a été organisé et qui était prévu par ces branches maçonniques entre le sionisme et le monde arabe, qui devaient s'exterminer mutuellement. Donc, on voit bien que les événements que nous traversons ne sont pas accidentels, ça fait partie d'un calendrier, d'un timing. Et voilà. On pourrait presque dire que derrière tous les conflits entre Israël et l'islam, c'est les Occidentaux qui sont derrière. Bien sûr, puisque le moteur de tous ces conflits, ça a été les intérêts du pétrole, et ces intérêts du pétrole ont... je vais vous donner un exemple d'un livre prophétique qui m'était tombé dans les mains en 73, juste avant, quelques mois, on dirait que Akadosh Baruch Hu m'a mis ça dans les mains pour me prévenir de ce qui se passait. Ça s'appelait « Pour tout l'ordre du diable » et on voyait sur la couverture des puits de pétrole en feu. 2 mois, 3 mois après, la guerre du pétrole est éclatée. Et en fin de compte, l'auteur disait « Nous verrons dans l'avenir si le diable ne viendra pas réclamer son dû et pendre l'Occident avec la corde qu'il a vendue à crédit. » C'est exactement ça. Alors, voilà les points principaux qui m'ont été donnés par des documents que j'ai eus sur la marche à suivre de cette économie mondiale. Alors, par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale
par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme, pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. C'est carrément ce que vous avez défini, le monde nimrodien, un monde où on coupe l'homme et l'individu de la transcendance. D'ailleurs, le Ari Akadosh révèle que juste avant la délivrance finale, tous les dictateurs bibliques vont revenir et diriger toutes les nations. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, c'est par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations dans des buts humanitaires. C'est ce qu'on voit. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre d'esclaves. Alors, je vais pas... Parce que c'est plusieurs pages de ce document, mais la synthèse, en fait, elle est là, pour pas trop surcharger notre débat d'aujourd'hui. Provoquer un effondrement, et nous y sommes, du système économique mondial. Il aura connu auparavant quelques signes annonciateurs servant à la préparation. Est-ce que je peux intervenir? Écoutez, tout ça c'est clair. L'implosion du système international, notamment au niveau des nations, s'est fait par étapes. La première étape était tout simplement de museler le monde ouvrier à travers des syndicats et à travers tout simplement des lois. Ce muselage a duré quelques années. Ça a commencé, si vous voulez, en France, à peu près, disons, au minimum dans les années 1936, jusque dans les années 60. À partir des années 60, il y a eu la création d'une classe moyenne. Cette classe moyenne a été muselée progressivement, disons, à partir des années 90, et on l'a tout simplement cassée, brisée en trois parties. La classe moyenne supérieure, et c'est la classe moyenne des plus riches. La classe moyenne qui a été paupérisée, ça veut dire qu'elle est devenue de plus en plus pauvre, contrairement à ce qu'on pense. Et la classe moyenne vraiment pauvre, qui est devenue tout simplement des contremaîtres et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir des années 90, donc 2000, ça veut à peu près une trentaine d'années, leur plan était tout simplement de briser l'épine dorsale de l'économie capitaliste nationale, je dis bien nationale, et de le remplacer par une économie régionale. Ils ont développé, par exemple, en Amérique du Sud, le Mercantour, en Europe, évidemment, l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Et donc tout ça fait partie d'un plan. Et la troisième étape fondamentale qu'on vit aujourd'hui, c'est la déshumanisation collective et individuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir véritablement, au niveau économique, une chute du pouvoir d'achat, une augmentation du chômage qui était, je répète, connu par les spécialistes depuis de nombreuses années. C'était un chômage endémique, structurel, mais qui aujourd'hui ressort de plus belle parce qu'il se couple avec une inflation. Et notamment une inflation galopante. Hein, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, je parle des lois de Phillips, pour ceux qui connaissent. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que face à cela, les États s'endettent de plus en plus. Le but, tout simplement, c'est que par l'endettement, on arrive tout simplement à la réduction de l'État-nation jusqu'à devenir, entre guillemets, un intermédiaire entre ses forces et l'esclavagisation du monde. Le but, c'est d'esclavagiser le monde à travers les États, et de manière à ce que ce monde esclavagisé puisse répondre à l'intérêt de quelques-uns au placé. Voilà. Justement, j'ai sous les yeux, sans faire exprès, un des points que je ne voulais pas citer, mais c'est la transition par rapport à ce que tu as dit. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Donc c'est un plan. Et en plus, j'ajouterai à ce que tu as dit, un chômage dû à l'inflation, il y a de multiples causes évidemment de chômage, mais ça devait intervenir à une période de l'histoire où on pouvait passer au numérique et à l'intelligence artificielle, et là, remplacer de plus en plus les masses productives d'esclaves par des robots qui remplaceront des esclaves qui étaient eux-mêmes des robots quelque part. Voilà, alors, activer les troubles sociaux massifs qui seront réprimés violemment. Exemple, les guérillas, les guerres civiles et compagnie. Les gilets jaunes. Mettre des camps de concentration
pour tous les rebelles. Alors, je vous dis, et on en a parlé déjà depuis 15 ans ensemble, j'avais découvert qu'aux États-Unis, il y avait un réseau de camps de concentration qui s'appelait les camps de la FEMA. Et à l'époque, ça me paraissait gros, parce que je disais avec Fabien, Moshe, mais qui? Des opposants politiques, oui, je veux bien, mais la masse de places de détention est telle, ça serait alors un coup d'État, de guerre civile. Et au même moment, j'apprenais que les États-Unis, pour des raisons de coût, faisaient venir des cercueils par dizaines de milliers de Chine. Et ils sont entreposés dans les camps de la FEMA avec des fours d'incinération, et vous m'avez compris tout ça. Donc tout ça faisait partie d'un plan. Le plan, c'est que la mise en place du premier étage de la fusée, c'était les vaccinations, les épidémies. Il semblerait, et c'est plus qu'il semblerait aujourd'hui, que les objectifs n'ont pas été atteints et qu'ils ont été obligés de renoncer sous peine de voir même les hommes mis en place dans le système s'effondrer devant la pression des masses populaires. On est à ce stade. Et si vous vous souvenez de ce que j'avais dit, dans les personnages politiques des États-Unis, il y en avait un, John Adams, qui avait dit « la dette ou l'épée ». Toute la politique de ces dernières années du capitalisme financier américain, c'était de rendre esclaves les États avant que les États rendent esclaves leurs citoyens par la dette. Et je n'en veux pour preuve que la loi de 1973, ou que dès que Pompidou est arrivé au pouvoir, successivement a été votée une loi qui interdisait à l'État français de se financer sur la Banque centrale à 0%, mais sur les marchés financiers. Or, sur les marchés financiers, avec l'évolution de la finance de ces dernières années, les crises successives, c'est sûr qu'on est aujourd'hui dans un terre français, et ça, aucun économiste n'en parle à la télévision. De toute façon, s'il voulait en parler, c'est censuré. On ne le laisserait pas. Mais lui, en tant qu'économiste, sait très bien ce que ça veut dire. Les intérêts qui sont payés aujourd'hui, la masse financière qui sont payés à ces financiers, ce n'est que le service de la dette. Le capital est impossible. Ça veut dire que les États sont enferrés dans des dettes où ils ne peuvent plus s'en sortir. Pour vous donner un ordre des choses, une autre idée, entre l'an 2020 et 2021, début 2022, la dette américaine a augmenté globale. La dette globale américaine a augmenté de 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars. Et au niveau français, on a dépassé, au niveau de la dette, 130% du PIB. Ça veut dire de tout ce qui est créé en valeur ajoutée, eh bien, une fois et demie presque, cette valeur ajoutée qui est créée, eh bien, va dans le remboursement de la dette, et notamment, et c'est très important, le service de la dette. Aujourd'hui, les Français sont incapables, et ça leur est très difficile, de rembourser le service de la dette. Et c'est le point majeur du poids de la dette en France. Or, aujourd'hui, avec 50 ans de recul, un peu plus de 50 ans, on se rend compte que dès que Charles de Gaulle a laissé place à Georges Pompidou, tout a changé. Au niveau de la finance, et c'est évident, Georges Pompidou, on voit bien que comment il est arrivé. Il n'était pas avec Pétain pendant la guerre? Non, Georges Pompidou, non, c'est un ancien fondé de pouvoir de la Banque Rothschild. Non, c'était Mitterrand qui était avec Pétain. Mitterrand, ça a été dénoncé, oui. mais il y a eu aussi une omerta des médias qui savaient tout. Donc on voit bien que la presse ne sert plus à informer, parce que dès le début de son mandat, on le savait. C'est les plus grands menteurs de la Terre. Bien sûr, c'est un homme politique qui a retourné sa veste, et il s'est présenté avec une roche, et il arrivait, parce qu'en fin de compte, à la guerre de Gog et Magog, on a affaire à des démagogues. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, je vais très très vite. Alors, regardez bien comme c'est actuel. L'installation officielle du gouvernement mondial sera faite avec une monnaie unique. C'est ce dont on parle aujourd'hui. La carte. La carte, de manière à tracer la vie de chaque individu.
Et celui qui se rebelle, on lui casse sa carte et il n'existe plus socialement. Voilà. Il n'existe plus Ni socialement. économiquement. Ni économiquement. Alors, ouvrir de nombreux sites sécurisés gouvernementaux, réservés à l'élite, ils existent déjà dans le sous-sol de toutes les grandes bases militaires du monde et en dehors. Aujourd'hui, que le conflit que l'on voit se développer entre l'Ukraine et la Russie arrive à ce stade de gravité où tout peut basculer, eh bien ça prend son sens. Parce que l'élite, je vous le signale... Mais qui est derrière la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'après vous? C'est l'État profond américain qui dirige ça. Quand on dit les États-Unis, non, parce que le peuple américain ignore. Non, bien sûr que non. Mais il y a cette élite qui est là, avec des hommes que nous connaissons aujourd'hui, l'ancien président des États-Unis qu'on connaît, anti-Israël, Obama, bien sûr. Mais il paraît que c'est lui qui dirige l'Amérique aujourd'hui. Et que Biden n'est que absolument, j'en suis persuadé, parce que... Et moi, j'ai entendu de beaucoup d'Américains qui m'ont dit qu'en vérité, le vrai dirigeant de l'Amérique, c'est Obama, et Biden n'est que son exécutant. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre que cet homme n'a pas les capacités cognitives pour avoir des responsabilités telles sur les épaules. Et je dirais même mieux, c'est pour ça qu'on assiste à la même chose qu'avec Kennedy, heureusement moins avec un meurtre, c'est que Donald Trump a été écarté du pouvoir parce qu'il est certain que le scénario que nous vivons aujourd'hui ne se serait pas passé. Trump n'aurait pas accepté de financer un effort de guerre dans une guerre qui peut mener à Armageddon. Armageddon, c'est ce dont parlent les chrétiens dans leur vision de la fin des temps. Le rendez-vous d'Armageddon. Quelque part, ils n'ont pas tort, puisque Ézéchiel parle d'une attaque de nombreux peuples qui viendront par le nord. Gog viendra par le nord. Risque 38. Exactement. Donc, en fin de compte, dans cette formule-là que vous me demandez qui est derrière, j'avais découvert que, quand on parle toujours des renseignements américains et tout, bon, le FBI, la CIA, mais non, il y a des organismes secrets qu'on ne connaît pas. Mais évidemment. La NSA, par exemple, on écoute toutes les communications, mais il y a un service, je crois que ça s'appelle le SES, quelque chose de très secret, ils sont 6000 personnes, ce sont des généraux, et c'est le cœur du complexe militaro-industriel, relié, connecté à la haute finance, c'est eux qui mènent la danse. Donc, en fin de compte, c'est peut-être 15-20 000 personnes qui sont autour de tout ça, avec tous les conglomérats américains qui maintenant font tourner leurs usines à fond, mais comme certaines personnes éditorialistes que j'ai entendu parler, très sensées aujourd'hui, qui disent la finalité de tout ça, mais c'est l'affrontement qui va aller vers le nucléaire, puisque aucun des deux blocs ne peut perdre. Bien sûr. Et ce bloc qui appuie Zelensky, même si on dit que les pays européens sont derrière et tout, non, ils ont des ordres pour agir. Parce qu'ils sont redevables des gens qui les ont mis en place. Bien sûr, évidemment. Donc c'est toute une dynamique qui fait que nous en sommes là et que maintenant les choses peuvent aller très vite. Oui, alors à plusieurs égards, ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, dans cette guerre avec la Russie, nous rappelle à plusieurs égards la guerre de 14-18. C'est-à-dire une guerre de tranchées où les armées étaient dans un premier temps en égalité l'une l'autre. Une n'arrivait pas à vaincre l'autre. Et c'est pour ça que pendant 5 ans, ça a été une véritable tuerie. Et j'ai bien peur qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que l'armée russe et l'armée ukrainienne n'arrivent pas, dans le moyen terme, à vaincre, à prendre le dessus sur l'autre armée, et qu'il va y avoir une sorte d'équilibre qui fait, comme en 14-18, cela va mener à un véritable hécatombe, avec une guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Vous pensez que les Russes vont arriver à détruire l'Ukraine? Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir de proche en proche une avancée de l'armée russe avec la Biélorussie, la Moldavie, etc., qui font que le conflit va s'étendre progressivement à travers ce conflit central
ukrainien va s'étendre à des pays limitrophes qui vont eux-mêmes rentrer en combat, et cela risque d'entraîner très vite une troisième guerre mondiale. Dans la mesure où l'état-major russe est bien conscient maintenant, avec les livraisons massives, quand on pense que des pays comme le Portugal maintenant vont livrer des chars lourds, que le Maroc la Russie. Oui, pas à la Russie, à l'Ukraine. À l'Ukraine. Donc c'est le premier pays qui commence à envoyer. Non, il y a eu quand même le Maroc. Le Maroc avait une vingtaine de chars à remettre à neuf. Mais l'Europe aussi envoie des armes à l'Ukraine. Toute l'Europe. C'est toute l'Europe. De toute façon... Donc la Russie risque de se réveiller et d'attaquer l'Europe entière. Mais c'est pas qu'elle a réussi. C'est que déjà l'offensive qui était prévue pour le printemps, elle commence à se développer. Et elle est massive. Elle est massive puisque... Contre l'Europe ? Contre l'Ukraine, dans toute la zone. Dans un premier temps. Mais les dirigeants russes savent très bien que la logistique, l'entretien, l'approvisionnement vient d'Europe. Donc, déjà, certaines voix en Russie ont dit « Attention, le conflit peut dégénérer. » Or, moi je dis qu'on joue avec le feu dans la mesure où un pays comme la Pologne, qui a eu déjà maille à partir pendant la Deuxième Guerre mondiale, va livrer, au départ on parlait de 14-15 tanks, c'était rien du tout, des gros chars lourds. Maintenant c'est 68 la Pologne et près d'une centaine l'Allemagne, rien que pour les deux. Donc en plus de ça, lors du voyage de Zelensky à Londres, on lui a promis des avions et l'Angleterre commence à former des pilotes. Donc, ce ne sont pas des abrutis, les Russes, ils comprennent aujourd'hui, ils le disent suffisamment fort, qu'ils luttent contre l'OTAN et les États-Unis, et ils risquent de prendre les décisions qui s'imposent, à savoir, déjà il y a des craintes, le gouvernement français, je vous l'annonce, le ministère des Affaires extérieures vient de demander à tous les ressortissants français de Biélorussie de rentrer d'urgence en France, parce qu'on s'attend à un axe d'attaque massive qui passerait également par la Biélorussie, peut-être avec même des forces biélorusses. Ce qui veut dire que le conflit prend encore une nouvelle dimension. Et après ça, eh ben c'est l'élément central qui est juste à leur frontière, c'est la Pologne. À partir de là, c'est le grand scénario. C'est quoi, la Russie attaquerait la Pologne? Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Oui, et quand les Russes ont appris que l'Allemagne allait livrer 100 chars, ils ont dit « Ah bon, on recommence comme il y a 70 ou 80 ans. » Donc ça veut dire, vous nous déclarez la guerre, en quelque sorte. C'est peut-être pour ça que les Européens et les Américains ont laissé l'Allemagne reconstruire une grande armée. Absolument. De peur d'être attaqués par les Russes. Mais il faut savoir, Chaim, il faut savoir, et c'est très important, que dans le plan des élites qui voulaient œuvrer pour un nouvel ordre mondial, il y avait une ligne qui était à respecter et ils se sont donnés, je vous le dis entre nous, pour arriver à l'aboutissement de ce plan 2030. Mais vu l'accélération des événements, ils n'y arriveront pas. C'est ou un camp ou l'autre. C'est le bien ou c'est le mal qui va triompher. Mais eux se sont dit, il faut absolument aboutir à une réduction de la population mondiale. De combien? Des 2 tiers. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que dans cette guerre de Gog et Magog, ça sera 2 tiers. Donc, en fin de compte, les objectifs de cette guerre, avoués ou secrets, se rejoignent. Et en fait, Dieu va sortir un lapin de son chapeau, parce que c'est lui qui dirige l'histoire. Et en fin de compte, ces puissances financières qui sont basées aux États-Unis et tout, vont avoir le boomerang qui vont leur revenir. N'oublions pas que la Russie ira jusqu'au bout. Le peuple russe, c'est un peuple de combattants, et on voit au jour le jour qu'ils sont prêts à laisser 800, 1000 tués sur le terrain. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est-à-dire le prix de pertes énorme. Mais peu importe pour eux les pertes, c'est le résultat qui compte. Et là, il y a quand même des voix qui commencent à s'élever en France et en Europe en disant « Mais est-ce que l'Ukraine va pouvoir tenir le coup ?»
même nos usines d'armement, elles n'arrivent plus à fournir suffisamment au niveau logistique. Alors, en fait, Poutine voulait mener une mission spéciale et de quelques jours pour faire tomber le gouvernement et remplacer Zelensky par des gens pro-russes. En fin de compte, ce plan a été déjoué. On est à 1 an de guerre avec, entre les deux camps, 300 000 morts et blessés. Mais maintenant... Déjà 300 000 morts des deux côtés, oui. Des deux côtés, oui. 300 000 morts et blessés, c'est ce que donnent à peu près tous les médias du monde entier. Maintenant, la question, c'est, ils ne se contentent plus d'une vision de faire tomber le gouvernement de Kiev. On pensait qu'ils avaient régressé sur leurs objectifs sur le Donbass et Lugansk. Maintenant, on revient à la charge, car les derniers éléments qui sont dévoilés, c'est que la grande offensive prévoit par la Biélorussie de prendre Kiev. Donc c'est Stalingrad, parce que c'est une capitale. Pour prendre Kiev, c'est plus Kherson ou des petites villes de 20 ou 30 000 habitants. Bien sûr. Bien, je voudrais là revenir sur un point qui me paraît malgré tout capital, bien que tout ce que vous avez dit c'est capital. C'est en fait le fait de comprendre des événements qui se passent en Israël. Vous savez qu'Israël, c'est un microcosme du monde, on l'a déjà dit, et qu'en Israël, il y a effectivement ici une perte de pouvoir de ces milieux-là, qu'on appelle aujourd'hui la gauche, et qu'en fin de compte, ils sont non seulement imbus d'eux-mêmes, mais ils essaient tout simplement de reprendre le pouvoir coûte que coûte. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été placé en sous-main, en catimini, en cachette, sous la forme d'associations en Israël, n'est-ce pas, eh bien, est en train de se découvrir. Donc, ils ont très très peur du fait que tout ce qu'ils ont investi, par Américains ou Européens confondus, n'est-ce pas, dans leur fonction de destruction, carrément, de cet équilibre économico-social et politique, voire même militaire d'Israël, ils sont tout simplement actuellement dans une situation de défense agressive. Avec toutes ces manifestations que l'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, et en fin de compte, encore une fois, les manifestations que l'on voit en Israël sont des événements qui vont révéler les associations qui vont, les manifestations qui vont avoir lieu dans le monde entier, notamment dans le monde occidental, par exemple en France et pas seulement en France, y compris aux États-Unis. C'est-à-dire que véritablement une véritable guerre civile s'annonce, pas seulement en Israël, mais Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va intervenir et il n'y aura pas. Par contre, dans les autres pays, on est vraiment dans un risque de guerre civile totalisant, qui fait que, en plus de la guerre en Ukraine, en plus de la crise économique, il y a une crise sociale qui perdure, doublée d'une crise économique et d'une crise psychologique, qui fait que les personnes ont perdu le sens des valeurs, toutes les valeurs ont été inversées. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous vivons, Chaim, Louis, une inversion des valeurs, exactement comme ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Mais c'était l'objectif. Oui, absolument. À Sodome et Gomorrhe, évidemment à Babel, et pendant évidemment le temps de Noé avec le déluge. C'est-à-dire qu'on vit actuellement le déluge du temps de Noé, Sodome et Gomorre, et surtout Babel avec Nimrod. Et comme a dit le Rav Dinovitz très justement, les dictateurs reviendront à la fin de l'histoire, c'est écrit dans le Zohar, n'est-ce pas, pour dominer une dernière fois et essayer de détruire Israël une dernière fois. Et c'est la guerre de Gog et Magog. Parce que, en fin de compte, vous l'avez suffisamment bien expliqué dans beaucoup, c'est la même problématique de l'Égypte à l'échelle macrocosmique, c'est-à-dire qu'on a enfermé les peuples dans un esclavage, au départ, un esclavage doré qui était la consommation, la société de consommation, avec ses temples. Ces temples, c'est ce qu'on appelle les canyons aujourd'hui, les grands centres commerciaux, où, en fin de compte, on a orienté des masses avec des cartes de crédit pour satisfaire uniquement des besoins physiques, où l'individu oubliait complètement sa dimension d'être humain. Et donc, l'objectif secret du nouvel ordre mondial, c'était de couper l'être humain de la transcendance pour qu'il soit au service d'une élite mondiale, évidemment élite de la haute finance, et qu'ils deviennent simplement des esclaves, comme vous avez dit, dans une société numérique où
si leur comportement n'est pas conforme au système, eh bien, exclu, déconnecté sur l'ordinateur, le type n'existe plus. Voilà. Et ça, c'était... Alors, aujourd'hui, le problème, c'est pourquoi les gens perdent la boussole. Parce que, en fin de compte, il y a le conflit intérieur, le conflit politique intérieur dans chaque État, mais quand on sait décoder, le dénominateur commun est le même partout. Le même partout. C'est-à-dire que la mystification des peuples a échoué. Bien sûr. Et c'est un réveil douloureux. Alors, on essaye maintenant de les entraîner dans une guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Et quand la dette n'est plus possible, puisqu'elle a atteint des sommets qui n'ont même plus de sens, ces milliards de milliers de milliards, ça n'a plus de sens, alors, eh ben, on envoie les troupeaux à l'abattoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui ce conflit? Les personnes sensées disent il ne peut pas y avoir de vainqueur dans un conflit de cette dimension, il faut que les deux parties s'asseyent. Mais la Russie n'acceptera pas de céder devant l'OTAN. Elle sait aujourd'hui que Zelensky n'est qu'un homme de paille. Les véritables décideurs de ce conflit, c'est ceux qui alimentent le conflit en armement. Et donc, le premier en tête, c'est les États-Unis. Voilà. Mais il faut souligner une chose, c'est que les États-Unis ont un objectif également dans ce conflit. C'est d'affaiblir complètement la Russie pour n'avoir comme adversaire en face d'eux que la Chine. Parce qu'ils savent, les généraux américains et le complexe militaire-industriel, que le temps est compté pour l'affrontement. Certains... Vous pensez que la Chine va se battre contre les États-Unis? Mais c'est certain, des grands généraux américains disent que c'est très très proche. Et que là, les forces américaines vont rentrer en action. Alors face à la Chine, ça va être encore un tremblement de terre sur la planète. Bien sûr. Voilà où nous en sommes. Et tout ça pourquoi? En fait, pour un morceau de papier qui s'appelle le dollar, dont la gematria est Amalek. 240 Amalek. Et ça a été, en fait, la fonction du dernier empire de l'histoire, quand vous avez expliqué la fameuse statue dont Nabuchodonosor avait fait le rêve, et c'est Daniel qui a donné les explications. Bien sûr. Donc aujourd'hui, la dernière partie de cette statue, c'était la domination d'Édom qui a duré à peu près 2000 ans, mais vous aviez aussi également ajouté il y a quelques années, et ça je l'oublie, parce que je ne l'avais pas vu, et je ne le savais pas, c'est que dans les chaussures de Daniel, il y avait un Spitz, et vous avez dit, ça sera l'affrontement avec Israël, il sera très court, ça fera très mal, mais c'est une bride qui est indispensable à faire. Ishmaël doit reconnaître Ishmaël, il a entendu également Dieu. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je dis toujours, la statue de la liberté, elle est figée. Absolument. C'est comme pour... Il y a une contradiction inimaginable. Absolument. Ça veut dire que finalement, oui, vous êtes libre, mais en prison, quoi. Vous êtes figé. C'est-à-dire que vous avez une liberté... Vous avez une liberté conditionnée, c'est tout. Absolument. C'est tout. Donc la liberté que vous avez, elle peut s'exercer, mais dans le cadre que l'on a défini pour vous. Absolument. Alors c'est le type de société prophétique dont avait parlé George Orwell, 1984, avec un ministère de la vérité, et il faut le savoir, c'était un dissident, George Orwell, des Illuminati. C'est pour ça qu'il avait eu cette vision, il connaissait quelque part quelle était la finalité du projet. C'est exact. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de raconter. Quand on dit aux gens, oui, mais vous êtes des complotistes, eh bien, prenez un billet d'1 dollar et vous verrez la pyramide avec l'œil, tous les symboles maçonniques, tout ça. C'est exactement le plan. J'ai une question à vous demander. Quand Oui. la Chine va se battre contre la Russie, Oui. l'Europe va être où? Non, pas contre la Russie, contre les États-Unis. Contre les États-Unis, pardon. L'Europe, elle va être du côté des Russes ou du côté des Chinois? Du côté des Russes, du côté des Américains, j'imagine. Écoutez-moi, Chaim, je suis désolé de répondre comme ça. C'est pas du pessimisme, c'est encore du réalisme. C'est un langage peut-être un peu prophétique, sans vouloir
hausser ce propos, mais l'Europe sera en ruine. L'Europe sera en ruine. Elle va payer très cher. C'est ce que disent nos prophètes. Voilà. Que tout le monde d'Édom va être ruiné complètement. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que... Mais attaqué par qui? Attaqué par les Chinois? Non. L'Europe va être attaquée par la Russie. Mais elle va être attaquée par la Russie et vous allez voir un acteur... Les Russes sont avec les Chinois. Et les Russes sont avec les Iraniens également. Et les Iraniens vont mener une grande partie également aux côtés des Russes. Et donc, aujourd'hui, nous, je pense que le timing que Dieu avait donné avant la venue du Mashiach était pratiquement écoulé. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas une intervention divine, c'est pas moi qui la souhaite, nous le voyons bien dans la société israélienne d'aujourd'hui, il ne tolérera pas, il ne laissera pas son projet dénaturé par une guerre civile. Et nous sommes, c'est-à-dire que les forces cachées, les forces d'élite d'Israël, qui utilisent toute la populace, comme hier, la kermesse des 100 000 personnes, j'ai entendu des propos, nous voulons la liberté. La liberté de quoi? Bien sûr, la liberté de quoi? La liberté d'aller au restaurant et au cinéma. Non, la liberté d'être au service d'une élite. Bien sûr. Qui vont prendre tous pour des imbéciles, comme est prévu le plan du nouvel ordre mondial. C'est ça. Bien sûr. Et en fin de compte, pour comprendre même, mais je vais vous dire une chose, Chaim, quand il y a eu, et c'était nos propos, on se demandait même des fois si on n'était pas un peu dérangé, parce que dès qu'il y a eu l'assassinat de Rabin, on a compris qu'il y avait des forces à l'œuvre. Quand on a eu ces changements à la Cour suprême de manière de concevoir l'État d'Israël comme une démocratie au détriment du judaïsme, c'est tout le projet divin. On n'est pas venu... Le sens de la démocratie, d'abord, vient d'un mot grec. Donc c'est de la culture. Alors on n'a pas fait le combat contre les... C'est ce que moi j'appelle la relation entre le clergé et la noblesse. Aujourd'hui, tous les dirigeants religieux, à part quelques exceptions, sont du côté de la politique pour se faire le fric et le pouvoir. Voilà. Et comme l'histoire, elle se fait chaque fois de la même manière, eh bien, c'est Yehuda ben Mattatyahu avec ses fils qui se sont soulevés à Modine, et ça a été un noyau de combattants. Un jour, je suis allé au tombeau de Shmuel, on m'a dit, tu vois, en bas, c'était le guide de la... Il y a eu des combats terribles, des forces contre Antiochus. J'ai dit, ils étaient nombreux? Non. Il m'a dit, ils combattaient à 300 ou 400 face aux éléphants, une armée complète, ils les ont mis en déroute. Non, je voudrais assister sur un point, là, puisqu'on parle de Hanouka. Malheureusement, c'est assez mal dit et approfondi par les Chachamim. Hanouka, c'était d'abord, malheureusement, dans un premier temps, une guerre civile à l'intérieur même des Hébreux. C'est-à-dire que véritablement, il y avait des gens qui étaient pro-grecs, aujourd'hui on dirait pro-occidentaux. La majorité, oui, absolument. Oui, absolument, hellénisés, mais vous avez aussi des résistants et faisant partie du peuple qui n'étaient pas forcément reliés directement au Hashmonaïm et qui, eux, ont souffert le martyre à ce moment-là. Ils ont été recherchés dans les grottes, assassinés carrément dans les grottes, etc. C'est-à-dire que, malheureusement, je suis sûr que ce qui s'est passé avec Hanouka, c'est un phénomène d'annonce de ce qui va se passer aujourd'hui dans le monde, notamment occidental. Mais ça s'était déjà passé au temps de Rome, Absolument. Puisque l'élite de la société juive a collaboré avec le pouvoir romain, et en fait, il y a eu ce qu'on appelait les sicaires, c'était des révolutionnaires qui voulaient faire sauter l'ordre en place. Alors, les Sadducéens surtout. Et, bien sûr, c'était les grands prêtres qui étaient et en fin de compte, c'était pratiquement eux qui avaient donné la bénédiction d'assassiner un révolutionnaire qui s'appelait, que les chrétiens ont mythifié comme un dieu. C'était Jésus. Pour moi, ce personnage existait, mais c'est un combattant d'élite. Il voulait monter une armée pour repousser les Romains, Romains, les chasser d'Israël. Vous l'avez bien défini une fois en disant, mais je vais vous poser une question. Vous lui avez dit, ça m'intéressait. Mais si Jésus revenait aujourd'hui,
il y aurait une synagogue, une mosquée. Manicoudi rentrerait dans la synagogue. Mais bien sûr. C'est évident. Bien sûr. C'était un juif authentique. Non seulement c'était un C'est les Romains qui l'ont falsifié. On dit que c'était un docteur de la loi même. Bien sûr, mais il faisait Shabbat, il mangeait kasher et tout. Quand on va à Tibériade, à la maison de Pierre, que les chrétiens c'est des lieux de pèlerinage, il y a une ancienne synagogue, la synagogue de Capharnaüm. Eh bien, on disait certainement Jésus venait le Shabbat ce soir-là. Mais évidemment, mais c'est les Romains qui ont falsifié Jésus. C'est ça. Constantin. L'empereur Constantin, le premier chrétien romain. Ils ont tout falsifié. Mais c'est le premier congrès de Nicée. Bien sûr. Mais, en fin de compte, non seulement ce premier congrès de Nicée a demandé aux juifs messianiques, c'est-à-dire c'était une branche, une secte juive qui croyait quand même en la vocation, pas de Dieu, mais d'un leader combattant, révolutionnaire. Ils leur ont dit au congrès de Nicée, non, ceux qui veulent être dans l'église doivent, alors c'était déjà le travail que Paul avait fait, doivent couper avec la synagogue. Bien sûr. Et là-dessus... c'est Paul qui a tout cassé, hein. Absolument. C'est lui qui a tout cassé. Absolument. Et là-dessus, il y a eu des personnages, et en particulier un qui est célèbre, qui s'appelle Marcion, qui a inoculé les premiers germes de l'antisémitisme. Chrétien. Bien sûr. Mais il faut savoir que ce n'est pas un phénomène marginal. Bien sûr. Car Marcion avait ses églises à Rome pendant 200 ou 300 ans. Il y avait des marcionistes. Et ça, je l'ai appris de qui, cette histoire-là? Du pasteur Buvernois. C'est lui qui m'a enseigné quel a été le rôle de Marcion et des premiers éléments de l'antisémitisme dans l'Église, dont elle n'a jamais pu se défaire. Alors pour finir, pour conclure, d'abord, dans un premier temps, nous sommes dans un état, si vous voulez, quelque part de surchauffe au niveau économique, une inflation galopante qui devient de moins en moins contrôlable, un chômage qui est endémique, structurel, qui fait qu'en fin de compte, notamment les jeunes auront beaucoup de mal à trouver des emplois de plus en plus, une raréfaction de l'emploi. Mais toute la jeunesse israélienne quitte Israël parce qu'ils ne peuvent plus vivre en Israël. Les prix montent absolument, et donc ce qui est très important de comprendre, c'est que cette déstructuration économique qu'on trouve en Europe, qu'on trouve en Amérique, qu'on trouve en Israël aussi malheureusement, eh bien, va mener à la guerre. Parce que, évidemment, c'est exactement comme ça s'est passé en 14-18 ou en 14-45, où les États étaient extrêmement endettés. N'oublions pas l'Allemagne en 1919, avec le traité de Versailles. Et donc, cette déliquescence, carrément, des budgets nationaux, cette déliquescence de la monnaie qui ne vaut plus rien, parce qu'elle est créée à tirer l'haricot, va mener tout simplement à un effondrement du pouvoir d'achat. Parce que le monde est en état de faillite. Absolument, et une révolte populaire. Mais le problème, c'est que, en fin de compte, les dirigeants ces dernières années, depuis déjà au moins une dizaine d'années minimum, c'est pas 15 ans, lui connaît bien ce sujet, parlaient dans leur discours économique de croissance économique et qui parallèlement entraînait la croissance de l'emploi. Mais il y a aujourd'hui, il peut y avoir croissance d'une économie, mais pas forcément, puisque la main-d'œuvre qui est liée à cette croissance est remplacée par des robots et de plus en plus par l'intelligence artificielle qui va intervenir. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui peut... Donc les hommes vont crever de faim, quoi. Disons que si on était dans une perspective d'une humanité où l'homme avait le respect de son prochain, en fait, l'idéal humain, nous sommes arrivés à une situation aujourd'hui, par l'évolution technologique, où l'homme peut être, disons, dans une situation où on ne le soumet plus au travail qu'il a harassé pendant des siècles, il est déchargé de sa fonction et la société pourrait lui verser. Maintenant, le problème, c'est que le nouvel ordre mondial veut faire ce système avec ce qu'on appelle le revenu universel, mais, comme vous l'avez dit, soumis à des critères.
Et bien sûr. Et dans ces critères, on rentre dans le cadre où La on tête devient un baissée, esclave. Tu deviens un mouton, tu deviens un esclave. On n'a plus une existence, une personnalité. On se met devant son écran et on entend 1984 Orwell avec un ministère de la vérité qui est un ministère de la propagande. Voilà. Merci. Vraiment, c'était une... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour vous remercier, vous et M. Ababou, M. Dre, M. Ababou. Et j'espère que très prochainement on refait un cours. Hein? Ben oui, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Les événements s'accélèrent énormément. Il y a une accélération, il y a des mondes qui s'entrechoquent et malheureusement, au fur et à mesure de nos interventions qui vont se répéter maintenant, on va être confronté certainement à une évolution dans ce conflit en Europe. Oui. Et étant entendu que, vu ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël, on voit, on ne l'a pas abordé, il y a des rabbinim qui veulent en parler, mais ça, c'est Dieu qui juge ce qu'il doit faire. On peut dire à notre niveau que ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, c'est interpellant. Moi, je ne veux pas aller plus loin. Merci beaucoup en tous les cas et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt. Si Dieu veut. Merci Monsieur Dre, merci Monsieur Ababou et c'est toujours un plaisir. Et c'est un vrai bonheur de vous avoir. Merci beaucoup.